Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 22, Chacun sa ration, avec Mélanie Gisler. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord dans le but de poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Pour ceux qui ont écouté le premier épisode de la 4e saison aux côtés d'Hélène Roche, vous savez déjà que j'ai un peu changé de format. Je reçois donc à ce micro 6 professionnels différents pour en apprendre plus sur notre relation homme-femme-cheval. Chacun des sujets évoqués sont les piliers fondateurs que j'ai découverts depuis que je suis devenue propriétaire. Ils font tous partie de cette vision holistique que j'ai construite petit à petit au fur et à mesure des mois aux côtés d'Iggy. Que l'on soit clair, rien ne laissait présager que moi, simple cavalière de club, j'en arrive à accumuler autant de questions au sujet des chevaux. Je me rêvais femme de cheval et j'ai trouvé une manière d'y arriver. Simplement, en osant chercher toujours plus loin ce que je ne sais pas encore, ce que je ne connais pas encore, pour m'aider à mieux comprendre les chevaux, mais surtout Iggy dans sa singularité. Mélanie Gisler, nutritionniste équine, me rejoint donc pour le 2e épisode de cette nouvelle saison. Nous allons aborder le rôle de l'alimentation dans le quotidien de votre cheval, mais nous allons surtout discuter du fameux calcul de ration et de l'importance qu'il soit adapté à votre équidé. Qui n'a pas déjà assisté à l'heure du repas dans un centre équestre ? Vous savez, ce moment où la brouette rentre dans l'écurie et que c'est la course pour donner la ration de tout le monde sous un tonnerre de coups de sabot dans les portes de boxe. Ce moment-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Parce que dans mon dernier poney club, je montais en soirée. Et mon groupe était responsable de la distribution des rations. J'appliquais consciencieusement les différentes mesures de granulés avant de les verser dans chaque box. Et déjà à l'époque, je me faisais la remarque que je n'y comprenais rien au calcul des rations. Je ne trouvais pas de logique évidente entre le poids, la taille du cheval et la quantité que je donnais. Juste avant de quitter ce fameux centre équestre et après quelques stages en horsemanship, j'avais récemment appris que le cheval avait surtout besoin de fibres et de manger en continu. Dans ma tête, j'avais simplifié l'équation par fibre égale herbe fraîche ou foin. Et en fait, la ration ne sert à rien. En fait, j'avais vraiment trop simplifié. Parce que quand je me suis mis en recherche de ma jument, je n'ai pas songé une demi-seconde à l'alimentation. Pour moi, j'avais déjà sélectionné son mode d'hébergement avec vie au pré et foin à volonté. La question était donc réglée. Je vous raconte pas la douche froide quand, après 3 mois passés ensemble, un hiver rigoureux et un pic de croissance, j'ai commencé à voir Iggy fondre comme neige au soleil. J'ai donc commencé à me renseigner sur le sujet de l'alimentation. Et puis j'ai participé à des webinaires et j'ai essayé de détailler les étiquettes d'aliments et de CMV pour pouvoir faire ma tambouille. Il faut dire que je voyais tout le monde se débrouiller tout seul autour de moi. Le hic, c'est que Iggy, elle, ne reprenait pas. Après 3 mois d'une ration bidouillée à la lueur de mes faibles connaissances, aucun résultat. J'ai alors pris conscience que le calcul de ration ne s'improvisait pas, en tout cas pas avec mon expérience de 12 semaines. J'ai donc pris l'option bilan avec un professionnel. Et après avoir lu le rapport détaillé qu'il en était fait, j'ai su que j'avais pris la bonne décision avant même qu'Iggy ait pris un seul gramme. Clairement, je n'avais pas le temps ni le niveau d'éplucher autant de blogs, de sites et d'articles sur la nutrition à ce moment-là. Je démarrais mon aventure et j'avais besoin d'une réponse clé en main. J'en ai déduit que j'étais pas la seule, car quand Iggy a commencé à reprendre son poids et à se refaire une santé, plusieurs personnes m'ont alors demandé à ce que je communique mon calcul de ration. Et c'est là que ça a fait tilt. La nutrition, ce n'est pas forcément une recette magique. Il n'y a pas de calcul de ration miracle qui marchera à tous les coups. J'en avais d'ailleurs fait l'expérience puisque j'avais essayé de m'y coller moi-même en copiant ce qui semblait marcher chez les autres. J'ai la sensation qu'on sous-estime souvent le rôle de la nutrition et du calcul de ration dans la gestion du quotidien. Pourtant, c'est un indispensable invisible qui demande du temps, de la régularité et de la précision. La nutrition est responsable en bonne partie d'un cheval en santé, bien dans son corps, mais surtout dans sa tête.
L'idée de ce sujet dans le podcast ne date donc pas d'hier, et vous êtes nombreux à me l'avoir déjà demandé. Je vous laisse donc découvrir tout de suite la teneur de nos échanges. Bonjour et merci Mélanie d'être avec moi aujourd'hui. Avant de commencer à parler du sujet du jour, j'aurais souhaité que tu puisses te présenter en quelques mots et puis nous parler un petit peu de ton parcours jusqu'à la création, des démarrages, jusqu'à la création de ton compte Instagram @alimentationequine. Oui, alors très volontiers. Bon, déjà, merci de m'accueillir. Ça me fait super plaisir d'être là et puis de pouvoir vous parler d'alimentation. Donc, moi, c'est Mélanie. Je suis nutritionniste. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur agronome et ensuite, je me suis spécialisée un petit peu dans l'alimentation du cheval grâce à mon cheval notamment. Donc, j'ai un jeune cheval qui nécessitait beaucoup d'attention au niveau de l'alimentation. Donc, il m'a permis un petit peu de prendre ce chemin, de continuer à me former et puis d'en arriver où je suis aujourd'hui. Donc là, j'ai aussi le compte Instagram Alimentation Equine qui, en fait, le but, c'est de transmettre les informations concernant l'alimentation du cheval de manière simple et compréhensible et accessible un petit peu à tout le monde. Ce qui fonctionne très bien sur moi, je te confirme. J'aimerais que l'on commence par le plus évident, c'est-à-dire de quoi se compose l'alimentation du cheval et comment répondre à ce premier besoin fondamental. Alors le cheval se nourrit principalement de fourrage, donc je pense que ça c'est plus un secret. Donc dans son état naturel, il passe une très grande partie de la journée à rechercher et ingérer de la nourriture. Donc là, on parle de 14 à 16 heures, voire plus, à chercher et à ingérer de la nourriture. Donc ça, c'est le premier facteur important en fait, c'est de essayer de fournir au cheval la nourriture pendant toute la journée, donc répartie soit à volonté, soit sur plusieurs repas répartis sur toute la journée. Donc, qu'est-ce que c'est les fourrages? Donc là, ce qu'on connaît principalement, c'est le foin, évidemment, qui constitue la base de l'alimentation de énormément de chevaux, mais on a aussi l'herbe. La paille, c'est aussi compté comme fourrage. Et puis, tout ce qui est un petit peu branchage, c'est vrai que dans la nature, les chevaux, ils vont aussi très volontiers s'attaquer un petit peu aux arbres, aux feuilles et puis aux petites branches. Aux racines. Exactement, aussi, oui. Donc si on résume, le cheval a besoin de manger une certaine quantité, mais du coup un certain nombre d'heures aussi. Donc ça, c'est parce que la manière dont il est constitué nécessite ce fonctionnement et cette ingestion en continu, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, d'une part, c'est son système digestif qui est conçu pour recevoir des petites quantités de nourriture en continu, mais ça a aussi un lien avec son bien-être psychologique finalement, parce que le cheval, il atteint son sentiment de satiété pas comme nous. Donc nous, on mange beaucoup de nourriture, après on a l'impression qu'on a le ventre plein, et à ce moment-là, on s'arrête de manger. Par contre, le cheval, il va s'arrêter de manger quand il aura atteint son nombre de mastications, enfin son nombre de coups de mâchoire qui vont lui dire: ah, maintenant tu as assez mangé, donc c'est bon, tu peux arrêter. Donc ça, c'est vraiment très important finalement parce que ça va avoir une influence sur disons que l'aliment qu'il va ingérer, le cheval, il va pas réussir à se dire ah ben j'ai ingéré suffisamment d'énergie. Donc, suivant l'aliment qu'on va lui donner, il va ingérer plus ou moins d'énergie. Et puis, c'est aussi, après, on voit les chevaux qui tendent vers le surpoids, probablement qu'ils n'auront pas ingéré le bon type de fourrage en fonction de leurs besoins. Ok. Donc si je comprends bien, quel que soit l'aliment ou le fourrage, le cheval n'a pas de sentiment de satiété lié à la quantité et à la richesse de l'aliment. Oui, Donc s'il fonctionne au coup de mâchoire, euh, qu'on lui donne un ballot de foin ou une brouette de granulés, il ne s'arrêtera que quand il aura atteint son quota de oui, coups de mâchoire. Ce qui est hyper différent de l'humain et possiblement problématique. oui.
puisque dans un environnement conditionné par l'homme, euh, il accède à des aliments qui ne sont pas forcément ceux qu'il aurait choisis lui-même. Oui, exactement, oui. Et du coup, pour reprendre le parallèle avec l'homme, nous, si on mange une assiette de salade verte ou une assiette de purée, on Mhm. va pas du tout avoir le même sentiment de satiété, et c'est bien l'aliment qui conditionne en quelque sorte nos satiétés. C'est ça, exactement. Et d'où la différence en fait avec le cheval qui lui, n'éprouve pas ce même sentiment lié à la consistance et à la teneur nutritive de l'aliment. Exactement, oui, c'est exactement ça. Ok, d'où donc le besoin et l'absolue nécessité de vraiment contrôler l'accès du cheval à certaines nourritures et à certains types d'aliments. Je pense notamment aux aliments concentrés ou aux céréales et à la fameuse brouette de grains qui n'est pas toujours malheureusement tenue à l'écart ou inaccessible de certains chevaux. Très bien. C'est ça, exactement. J'aimerais continuer en creusant la question des fourrages et des fibres. En fait, par exemple, j'ai longtemps fait moi-même la confusion. Quand on parle de fibres, on ne parle pas forcément que de fourrage. Du coup, pourrais-tu nous expliquer ce que sont les fibres? Oui, ok, oui. Oui, c'est vrai que ça, c'est un raccourci qui est très souvent fait. C'est que on dit, ah ben mon cheval, il a besoin de fibres, mais en fait, derrière, on entend, il a besoin de fourrage. Après, oui, évidemment, il y a un lien, mais donc on a différents types de fibres, et puis finalement, tous les aliments vont contenir une certaine part de fibres, et ce qu'on va rechercher chez les chevaux, c'est les aliments qui sont le plus riches en fibres possible. Ensuite, on a deux types différents de fibres. Donc, on a les fibres solubles et les fibres insolubles. Et puis, ce qu'on va finalement rechercher, c'est plutôt les fibres insolubles. Donc, sur la partie analytique finalement des aliments, c'est ce qui est noté sous cellulose brute. Donc, c'est tout ce qui est cellulose, lignine. En fait, ces fibres qui sont digérées dans le gros intestin par les micro-organismes. Et puis, ben, par exemple, le foin a une teneur très élevée en cellulose brute. Et puis, en comparaison, les fibres solubles, c'est par exemple dans la pulpe de betterave, qui est très riche en fibres, mais plutôt en fibres non solubles. Donc là, par exemple, dans la pulpe de betterave, c'est plutôt la pectine. Et puis ça, c'est des fibres en fait qui sont beaucoup plus facilement fermentescibles dans le gros intestin et qui vont donc apporter une plus grande quantité d'énergie. Donc ces fibres, elles ont un meilleur rendement énergétique en fait que les fibres non solubles qui sont contenues dans le foin, par exemple. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Chaque race est différente. Toutes les races viennent de régions différentes. Elles ont donc été sélectionnées pour ces différences. Je me doute qu'un pur sang anglais n'a pas le même système métabolique ou les mêmes besoins en énergie qu'un pur race espagnol ou qu'un cheval islandais, par exemple. Euh, donc par rapport à ce même besoin fondamental qui est de devoir manger 16 heures environ par jour, quelle est la différence entre toutes ces races? Oui, alors c'est juste, en fait, on peut, pour simplifier, classer les chevaux en deux types différents. Donc ça, c'est vraiment un petit peu simplifié. Après, évidemment, il y en a qui se situent un petit peu entre deux. Donc on différencie entre le type nord et le type sud. Donc ça, c'est en fait une différenciation géographique qui est pas forcément très très juste, mais voilà, c'est les termes qui sont employés pour décrire les différents types de chevaux. Donc on a par exemple le type Nord, donc ça c'est vraiment plutôt des bons valorisateurs de fourrage, donc ça c'est tout ce qui est un petit peu poney islandais, Shetland ou des races qui viennent plus du nord. Mais du coup, on a aussi le pur race espagnol qui peut plutôt être considéré dans cette catégorie, mais qui vient plutôt de l'hémisphère sud. Donc, c'est des chevaux qui viennent en fait d'environnements très rustiques, qui sont assez pauvres en fourrage, donc qui ont des fourrages, mais qui sont pauvres en énergie, on peut plutôt le dire comme ça. Et du coup, ils doivent en tirer un maximum en fait de ces fourrages qui sont pauvres en énergie.
C'est aussi des chevaux qui ont du coup tendance à avoir un besoin de mastication plus élevé, vu qu'ils ont finalement ces fourrages pauvres en énergie à disposition dans leur habitat naturel. Et c'est des chevaux qui économisent très bien d'énergie, donc qui vont beaucoup moins bouger que par exemple des chevaux qui ont plus de sang, comme des pur sang arabes par exemple. Et ensuite, justement, on a ces chevaux type sud. Donc ça, c'est plutôt les chevaux, ben, tout ce qui est un peu demi-sang, pur sang, des chevaux qui sont plus dans le sang, qui sont finalement des mauvais valorisateurs d'énergie. Donc ça, c'est des chevaux qui vont avoir besoin, enfin qui vont déjà avoir un besoin en mastication un petit peu plus faible. Donc de nature, ils vont ingérer moins de fourrage, donc ils auront besoin de fourrages de meilleure qualité au niveau énergétique, donc des fourrages plus énergétiques pour subvenir à leurs besoins qui sont déjà accrus parce que ils valorisent pas super bien le fourrage. Et ensuite, c'est aussi des chevaux qui ont beaucoup plus tendance naturellement à bouger. Donc, c'est des chevaux qui sont souvent assez nerveux et puis qui vont donc aussi automatiquement plus bouger, enfin sans incitation humaine, on va dire. Donc, par exemple, enfin la conclusion qu'on peut en tirer pour ces chevaux, donc pour ces différents types de chevaux, le cheval de type nord, il aura besoin de fourrages qui sont beaucoup moins riches en énergie, et puis il aura aussi ce besoin en mouvement accru. Donc ça, c'est vraiment des chevaux où on peut pas dire ah ben je le mets dans un pré, de toute façon il va bouger tout seul, parce que probablement que ce sera pas le cas. Et puis au contraire, les chevaux de type sud, donc là, ce sera probablement des candidats à une ration d'aliments concentrés pour justement augmenter la concentration énergétique de la ration qui est insuffisante si on n'a que des fourrages. Ok, donc on peut vraiment parler de métabolisme avec des besoins spécifiques. Finalement, connaître la génétique de son cheval, c'est le premier pas pour savoir identifier les besoins nutritionnels et Oui, les besoins en activité peut-être, pour pouvoir maîtriser la prise de poids. oui, exactement. Donc ça c'est vraiment en fait la première étape avant d'adapter son alimentation, c'est vraiment de connaître le cheval et puis aussi un petit peu justement d'identifier le type. Est-ce que c'est plutôt type nord ou type sud? Après, ben comme j'ai dit avant, je pense que pour la plupart des chevaux, on va pas clairement pouvoir les catégoriser dans un des types, mais plutôt identifier des tendances. Est-ce qu'il a plutôt tendance à être plus rustique ou est-ce qu'il a tendance à est-ce qu'il est un petit peu nerveux, est-ce qu'il a tendance à bouger beaucoup, et puis du coup c'est un petit peu plus compliqué de le maintenir en état. Alors Iggy, c'est une pure ONC. C'est en plus de ça ce qu'on appelle un cocktail des prés, donc on ne sait pas qui est le papa. Du coup, ben, moi personnellement, j'ai peu d'indices au premier abord et je dois vraiment mener l'enquête, enfin en tout cas c'est ce que je fais depuis un an, Oui, c'est pour sûr. voir dans quelle catégorie elle penche. Euh, et puis comme c'est un jeune cheval qui bouge vite, Oui, ça complexifie aussi un peu la tâche. oui, ça nécessite pas mal d'observation aussi. Puis après, ben aussi sur le long terme, c'est sur le long terme que tu vas voir est-ce qu'elle a plutôt tendance à prendre facilement du poids ou est-ce qu'elle est difficile à maintenir en état ou est-ce que c'est en fait un cheval super facile à nourrir qui garde très bien son état. Ok, donc pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont des ONC sans aucun détail, l'observation permet de pallier au manque d'informations sur la génétique. On l'a déjà mentionné, mais finalement j'aimerais insister sur un point important. On ne peut pas vraiment laisser son cheval au pré se débrouiller tout seul en pensant que cela va suffire. Ou en tout cas, pour la majorité, ça ne suffira pas, quoi. Non, effectivement. Après, je pense que pour un très grand nombre de chevaux, l'herbe et le foin, donc les fourrages, vont être largement suffisants pour couvrir les besoins en énergie. Donc ça, c'est des chevaux qui auront du coup pas besoin d'un aliment concentré pour pouvoir garder leur poids. Mais par contre, au niveau des minéraux, alors là, il faudra très
très probablement, même quasi sûrement, venir compléter avec un aliment spécial, donc un aliment minéral. Le fameux CMV. Exactement, oui. D'ailleurs, on peut peut-être faire une petite aparté sur le CMV, afin que chacune comprenne bien ce qu'il y a dedans et son rôle dans la nutrition du cheval. Oui, oui, pas de souci. Alors en fait, le CMV, donc le complément minéral, il va contenir tous les éléments qui sont nécessaires en fait pour le bon fonctionnement du corps, qui sont pas contenus dans le foin. Donc la composition, elle sera très différente en fonction des CMV, mais en gros, il y aura des minéraux. Donc dans les minéraux, on a par exemple le calcium, le phosphore, le magnésium, etc. Ensuite, on a tout ce qui est oligoéléments. Donc là, ce sera plutôt le cuivre, le zinc, le sélénium, par exemple. Et puis les vitamines. Donc là, ben, on a vitamine A, vitamine E, vitamine B. Enfin, vraiment, après, les compositions, elles sont aussi variables que les compositions des aliments concentrés. Donc finalement, chaque marque d'aliment aura son CMV qui sera plus ou moins adapté en fait à sa gamme d'aliments. Et on a aussi les CMV qui sont adaptés soit à une alimentation au foin, soit à une alimentation à l'herbe, parce que les teneurs en minéraux du foin et de l'herbe sont très différentes. Et puis elles sont aussi très différentes en fonction des régions. Et c'est pour ça aussi que c'est très intéressant en fait de faire des analyses régulières des fourrages pour précisément voir quels éléments manquent dans les fourrages et qu'on va devoir apporter par ce CMV. Ok, tu as devancé ma question là sur la différence d'apport de minéraux entre l'herbe et le foin. Est-ce que le fait que l'herbe sèche change les choses finalement ou pas? Oui, donc oui, évidemment, on a des pertes donc dans certains minéraux qu'il faudra du coup venir compléter quand on passe d'une alimentation de l'herbe au foin. Donc les CMV seront pas forcément pareils dans les deux cas. Après, ben évidemment, ça dépend aussi de la composition de l'herbe, donc de la prairie qui a été fauchée pour le foin, et puis de la qualité du sol. On dit aussi que l'herbe est plus riche au printemps. Elle n'est donc pas équivalente nutritivement toute l'année au pré. Hum, c'est aussi pour ça que laisser son cheval faire sa vie au pré n'est pas forcément une bonne idée. Je parle ici surtout de chevaux qui sont vraiment laissés toute l'année sans activité et sans soins particuliers en pâture. Mais aussi de nos propres chevaux qui ne changeraient pas forcément de pré à chaque saison, par exemple. Oui, oui, alors ça, effectivement, et ça a aussi un lien avec ce besoin en mastication qu'on a abordé avant, c'est qu'en fait, le cheval, peu importe la qualité de l'herbe, il va devoir ingérer sa quantité nécessaire pour atteindre ses coups de mâchoire dont il a besoin en journée. Donc, par exemple, au printemps, on a une herbe qui est beaucoup plus riche en énergie, mais qui est aussi très riche en eau et pauvre en matière sèche. Et finalement, c'est la matière sèche qui va demander au cheval de la mastication. Et donc, le cheval va devoir ingérer des énormes quantités de cette herbe fraîche pour atteindre sa satiété. Et donc, à ce moment-là, on peut partir du principe qu'il aura ingéré beaucoup trop d'énergie par rapport à ses besoins. Ok, et à l'inverse, je suppose qu'à l'automne et à l'hiver, on a une herbe qu'on entend, enfin on qualifie parfois de plus mouillée, donc de gorgée d'eau, ou ça n'a rien à voir. Oui, oui, alors aussi, après, enfin, disons que l'herbe d'automne, elle est aussi complètement différente de l'herbe qu'on a en été. Après, ça dépend un petit peu du climat. Par exemple, ici, ben, ces temps, il fait quand même assez chaud. Il y a pas mal d'eau, donc en fait, l'herbe, elle repousse comme au printemps. Donc finalement, on a la même herbe qu'au printemps, qui est très riche en énergie et puis qui est très pauvre en matière sèche. Donc oui, effectivement, ils vont ingérer aussi une très grande quantité d'eau euh, avec cette herbe qui est vraiment fraîche. Enfin, on peut vraiment la comparer à l'herbe du printemps finalement. Ok. Pendant qu'on est sur le sujet de l'herbe sur pied, on peut peut-être en profiter aussi pour rappeler que l'herbe sèche sur pied, celle qui a grillé avec le soleil, celle d'été, hein, n'a rien à voir avec du foin.
Non, alors c'est différent parce que ben enfin l'herbe sèche finalement, elle est toujours dans le champ. Dans le Donc pré? le cheval il va voilà dans le pré. Et puis le foin en fait il peut être récolté à différents stades. Donc on peut récolter le foin au printemps, donc quand l'herbe elle est très riche en énergie. Donc là on va avoir un foin qui est aussi riche en énergie. Et si on le récolte de manière plus tardive, alors il va avoir plus de cellulose brute, donc tout ce qui est lignine, qui augmente avec l'âge, donc la matière sèche aussi, et puis qui sera plus pauvre, donc enfin, moins riche en énergie que le foin qui aura été récolté au printemps. Et puis en fait, finalement, l'évolution, c'est la même avec l'herbe qu'on laisse Mhm. surtout. Euh, Ça me fait penser que depuis que je suis propriétaire d'un cheval qui vit au pré, j'ai découvert la hantise de la fourbure. Alors, pas forcément pour Iggy, hein, puisque je n'ai pas d'historique. Mais par contre, j'ai pu observer chez mes camarades de pré qu'elles redoutaient cette période du printemps où l'herbe est riche. Alors la fourbure, pour moi, c'était une ligne hein, dans le chapitre maladie de mon livre Gallo-7, et j'y avais pas été confrontée. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le rapport et quels sont les a priori que l'on a sur la fourbure et l'alimentation pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe à ce moment-là et enfin, en fait ce que c'est. Oui, oui. Alors oui, effectivement, il existe différents types de fourbures, dont la fourbure alimentaire, donc qui est en fait causée par l'alimentation. Donc pour expliquer un petit peu comment ça se passe, si tu veux, le cheval, comme on a vu avant, il est fait en fait pour digérer des fibres, donc les fibres, tout ce qui est fibres non solubles dans le gros intestin. Donc là, c'est ce qu'on appelle la digestion microbienne. Donc on a les microbes ou les bactéries qui vont venir dégrader ces fibres pour ensuite en tirer de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse partie de la digestion du cheval. Ensuite, dans l'intestin grêle, on a toute la partie digestion enzymatique. Donc c'est là où vont être digérés tout ce qui est un peu sucre simple, dont l'amidon par exemple, ou bien les fructanes qui sont contenus dans l'herbe. Et puis cette capacité de digestion enzymatique chez le cheval, elle est très limitée. Donc oui, le cheval arrive à digérer ces sucres simples, mais jusqu'à un certain point. Donc pour en revenir à la fourbure liée à l'alimentation, donc on a par exemple le cheval qui va ingérer une grande quantité d'herbe qui contient une grande part de fructane, donc ces sucres simples, qui vont arriver dans l'intestin grêle. Donc le cheval va réussir à en digérer une partie, mais vu que la quantité qu'il a ingérée était grande, finalement, ces fructanes qui n'ont pas été digérés, ou bien ou cet amidon qui ne sera pas digéré dans l'intestin grêle, va arriver dans le gros intestin. Et puis la population bactérienne qui est présente dans le gros intestin, elle est pas faite pour digérer ces sucres, elle est faite pour digérer les fibres. Et du coup, du coup, en fait, ça va faire en fait un déséquilibre au niveau de la population, parce que d'un côté, il y a une fermentation qui va continuer à se faire, donc on a le pH qui va diminuer, et puis qui va agresser en fait ces bactéries qui sont faites pour vivre dans un milieu plutôt neutre. Je suis plus sûre du terme là. Mais voilà, pas dans un milieu acide finalement. Et du coup, ces bactéries, elles vont mourir. Et puis, quand elles meurent, elles vont produire des endotoxines qui finalement vont arriver dans le sang. Donc là, ça, c'est vraiment la version super simplifiée pour que vous puissiez comprendre un petit peu le fonctionnement, enfin le principe des fourbures. Et finalement, le principe, c'est le même avec les céréales. Donc ça, comme on entend souvent que ben, l'amidon, c'est pas bon pour le cheval, ben, c'est exactement pour la même raison.
Enfin, c'est une des raisons pour laquelle c'est pas bon, c'est que finalement, le cheval, il a une capacité limitée de digérer cette forme de sucre, et ensuite, ça peut conduire à cette intoxication qui finalement va induire la fourbure. Après, il faut savoir aussi que il y a certains types de chevaux qui sont plus prédisposés que d'autres à être affectés par la fourbure, par exemple. Donc, c'est tout ce qui est un cheval qui souffre de syndrome métabolique équin, la résistance à l'insuline, le Cushing, par exemple. Donc, on a aussi cette population de chevaux qui tendent au surpoids et donc à la résistance à l'insuline, qui vont plus facilement être affectés par des fourbures, par exemple. Et pour recouper avec la question du début, peut-être que le métabolisme de départ joue aussi, en fait, dans le cas de la fourbure. Oui, alors exactement. Donc ça, finalement, ce type de cheval va avoir aussi une influence sur le poids du cheval. Donc on a de toute façon les chevaux du type nord qui vont être plus enclins au surpoids que les chevaux du type sud, et donc aussi qui vont probablement plus facilement souffrir de ce type de pathologie. Après, c'est pas exclu que ça arrive aussi aux chevaux de type sud, mais c'est juste qu'il y a quand même un facteur de risque qui est augmenté quand on a, par exemple, un cheval qui est en surpoids. Ok. Là, on vient de parler donc surtout des fourrages, on a parlé des fibres, de la présence des fibres aussi dans les céréales. Du coup, quel est le rôle justement des céréales dans la nutrition du cheval, puisque c'est un aliment que nous, on a amené humain? Les céréales, elles sont là en tant que complément au fourrage. Donc ça, c'est peut-être important de le rappeler, c'est qu'on va de toute façon toujours essayer de couvrir un maximum des besoins avec les fourrages. Mais après, on a certains chevaux, typiquement les chevaux un peu de type sud, ou des chevaux qui ont tendance à perdre du poids ou qui ont de la peine à maintenir leur état, qui vont pas forcément réussir à se fournir assez d'énergie seulement à la base des fourrages. Donc c'est à ce moment-là que les céréales peuvent venir jouer un rôle intéressant au niveau de l'apport en énergie finalement. Donc les céréales, elles font finalement partie de ce qu'on appelle les aliments concentrés. Donc des aliments concentrés, c'est ceux qui ont une concentration plus élevée en énergie et qui finalement vont être là pour fournir cette énergie que le fourrage n'arrive pas à leur fournir. Ok. D'ailleurs, je me demandais, on voit de plus en plus d'aliments concentrés sans céréales, pardon. J'ai même vu des aliments concentrés qui sont marketés autour de l'apport en fibres. Du coup, comment choisir? Donc là, tu parles c'est des aliments concentrés. Finalement, ouais, je pense que les aliments concentrés, ils peuvent avoir différents rôles. Mais disons que le fait de fournir des fibres, ce rôle-là, pour moi, il est quand même plus attribué au fourrage. Donc après, les aliments sans céréales qu'on voit, c'est plutôt des aliments, par exemple, pour des chevaux qui ont vraiment un besoin très élevé en énergie, et puis où les céréales, la quantité de céréales qu'on devrait leur fournir est trop élevée, et puis vu qu'on a vu qu'ils ont cette capacité limitée à digérer l'amidon, si on donne une trop grande quantité de céréales, ben alors là, on va avoir des problèmes. C'est pour ça qu'on va plutôt, dans ces cas-là, s'orienter sur des aliments concentrés sans céréales, mais qui fournissent suffisamment d'énergie. Ensuite, on a l'autre cas, c'est où le cheval, en fait, n'a pas besoin de cet aliment concentré, mais vu qu'il est dans une écurie où tout le monde reçoit sa ration d'aliments concentrés, on veut quand même lui apporter quelque chose pour pas qu'il soit frustré, ou alors on doit quand même lui donner un petit peu d'aliments concentrés parce que sinon il mange pas son CMV, par exemple. Donc à ce moment-là, donc ça c'est vraiment plus des aliments qui sont très pauvres en énergie et puis qui sont vraiment plutôt là comme support, donc qui n'ont pas vraiment de réel apport nutritif, mais vu la quantité donnée, ils vont pas non plus vraiment avoir une influence sur ce sentiment de satiété induit par la mastication. Très intéressant.
Je vais dériver un peu, c'est le coup de la petite poignée pour donner le CMV qui me fait penser à ça. Comme on a vu, le sentiment de satiété du cheval est lié à la mastication en tant que telle. Alors, est-ce que le cheval, il sait ce dont il manque et est-ce qu'il va le chercher? Je m'explique. Fin d'hiver dernier, Iggy a eu son calcul de ration avec un apport en oméga 3, un CMV et du coup la fameuse petite poignée d'aliments pour rendre tout ça appétant. Et bizarrement, à l'arrivée de l'herbe haute au printemps et fraîche, elle s'est mise à bouder sa ration. Comme si finalement elle avait plus besoin en fait de cet apport et que voilà la nouvelle herbe bien grasse suffisait. Oui, oui, alors, bah, j'ai vécu exactement la même situation avec mon cheval. Après, pour moi, c'est plutôt lié justement à l'appétence. C'est que finalement, la motivation pour manger ce qu'on leur propose, elle est beaucoup moins grande que celle de manger de l'herbe parce que l'herbe est, à ce moment précis, beaucoup plus appétante que la ration qu'on propose. Donc je pense que c'est plutôt lié à ça. Ok. Donc je suis désolée d'avoir digressé. Si on revient au rôle des céréales, elles sont donc là pour amener plus d'énergie. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est le sujet du cheval athlète et celui du cheval de sport. Oui, Athlète car finalement presque tous les chevaux sont des athlètes, même ceux dits de loisirs, puisqu'à partir du moment où ils sont un peu travaillés ou montés, ils fournissent un effort, en tout cas un effort plus intense que celui de juste rester au pré. Et bien sûr le cheval sportif qui lui va avoir une activité quotidienne, plus ou moins intense en fonction de s'il est utilisé voilà, en club à raison de plusieurs heures de cours par semaine, ou alors vraiment le cheval de sport et de compétition qui va avoir plusieurs entraînements. Du coup, comment on fait pour juger du besoin ou pas de cet apport de céréales en fonction de l'activité du cheval? oui, alors ça c'est très juste. C'est finalement, voilà, la dépense énergétique, elle est aussi, heu, d'une part présente, par la vie, donc le cheval qui, même quand il dort, il va dépenser de l'énergie et après elle peut être plus élevée justement avec, ce qu'on va appeler, l'activité physique. Après, pour juger de l'intensité de l'activité physique, donc là, il y a des formules qu'on peut utiliser. Après, ce que je vois en pratique qui est souvent très difficile, c'est, le cavalier qui doit juger de l'intensité de l'activité physique de son cheval. En toute objectivité, bien sûr. Oui, exactement, c'est ça le problème, c'est que finalement, des fois, on a vraiment l'impression que le cheval, il fournit un très grand effort, alors qu'en fait, ça dépasse pas du tout ses besoins d'entretien. Donc les besoins qu'il aurait, juste à vivre, dans son troupeau et à bouger un petit peu. Et déjà, oui, simplement marcher pour Oui, pouvoir se nourrir. voilà, exact. On ne l'a pas mentionné, mais normalement, le cheval mange 16 heures par jour, mais surtout, il se déplace en fait pour le faire et sur un certain nombre de kilomètres. Ça entraîne déjà une dépense d'énergie, et ce qui n'est pas le Oui, cas d'un cheval au box, par exemple, avec son foin. exactement, oui, oui. Mais après, ben voilà, après quand on calcule la ration, alors à ce moment-là, il faut vraiment se poser la question, est-ce que mon cheval travaille réellement? Donc est-ce qu'il fournit vraiment un effort supplémentaire, par rapport, à s'il vivait juste au pré? Et ça, c'est vraiment assez compliqué à juger objectivement finalement. Et je pense qu'une très grande partie des chevaux, ben, en tout cas les chevaux de loisirs, ça va pas dépasser un besoin légèrement, enfin quand je dis par exemple le travail d'une intensité légère, souvent on dit ben il a besoin de 25% de plus que son besoin d'entretien, mais le besoin lié à l'activité légère, c'est quand même ben, qu'il est monté 3 à 5 fois par semaine, 1 heure, donc il trotte, il marche, il trotte et il galope. Quoi. C'est pas la petite promenade où on fait 30 minutes au pas. Ça, par exemple, ça va pas vraiment augmenter son besoin en énergie. Mhm. Du coup, est-ce que le type d'activité que l'on propose à son cheval est déterminant dans le calcul de ration? Je m'explique. Si on prend le cas du cheval d'endurance qui va dépenser de l'énergie en continu à plus ou moins grande allure sur des kilomètres,
forcément, on n'est pas du tout dans le même type d'exercice qu'un cheval de CSO qui, lui, va tout donner sur un tour de 58 secondes. Oui, après c'est les dépenses énergétiques, donc on les calcule finalement toujours en termes de calories. Après, c'est plutôt la forme qui va différer. Donc, on est plus sur une activité type aérobie quand on a le cheval d'endurance. Donc, celui-là, il va devoir pouvoir fournir de l'énergie en continu sur le long terme. Et le cheval de CSO, lui, il va plus puiser dans ses réserves anaérobiques et donc il devra fournir une grande quantité d'énergie sur une courte durée finalement. Et c'est là aussi que les aliments vont avoir leur rôle à jouer. Donc par exemple, le cheval d'endurance, lui, il va devoir finalement il va devoir avoir accès à cette énergie de manière continue. Et par exemple, ce qu'on observe avec les céréales ou avec tout ce qui est un petit peu de type sucre rapide, c'est que finalement l'énergie, elle va être libérée en une fois. Donc on a ce qu'on appelle le pic de glucose. Et puis à ce moment-là, l'énergie sera disponible, mais ensuite, quand ça baisse, bah, on aura plus d'énergie. Donc, après, bon, là, on arrive un petit peu dans une théorie. Bah, finalement, c'est la même chose que chez les sportifs. Donc, j'avoue que sur ce sujet-là, je suis pas forcément super calée, mais voilà, en fait, il faut faire aussi attention à ce genre de choses pour les chevaux de sport. Donc, à leur fournir l'aliment qui leur fournit l'énergie qui est nécessaire pour le bon type d'effort, et puis ben, le donner au bon moment, finalement. C'est comme quand tu vas courir un marathon, ben, il faut que tu prépares ton corps au niveau de l'alimentation. Enfin, tu peux pas manger n'importe quoi juste avant et puis penser pouvoir aller courir ton marathon. Oui, en général, on évite d'aller se faire un fast-food juste avant. Voilà, Ok. exactement, oui. Du coup, on en arrive vraiment au calcul de ration en tant que tel. On a compris que ce calcul serait vraiment différent pour chaque cheval. Donc, on va se poser la question de comment il devrait être calculé. Et j'ai aussi une question qui concerne en fait le fait que les rations sont parfois fractionnées. Je pense notamment aux chevaux de club ou aux chevaux qui sont plus ou moins détenus quelques heures de boxe par jour. Souvent, ils n'ont pas la ration d'un seul coup. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, pourquoi plusieurs fois par jour? Donc ça, c'est d'une part parce que le cheval, vu la composition de son système digestif, il est fait pour ingérer des petites quantités de manière continue. Ensuite, il faut savoir aussi que le cheval a un estomac qui est de taille assez réduite, donc qui n'arrive pas non plus à accueillir des grandes quantités de nourriture à la fois. Ensuite, pour les céréales, on a cette question de l'amidon, donc cette digestion qui est limitée. Donc, on a aussi tout intérêt à lui fournir les quantités d'amidon petit à petit pour que la digestion enzymatique puisse se faire correctement. Intéressant parce que pourtant, pour les chevaux qui sont au pré, en fait, ils ont rarement une ration morcelée, hein. Les propriétaires, ils viennent, s'ils arrivent à venir déjà tous les jours, ils donnent le CMV, la petite ration. Mais voilà, ils vont pas venir jusqu'à plusieurs fois par jour pour le faire. Est-ce que d'une certaine manière aussi de morceler la ration, ce serait pas pour limiter l'ennui ou du moins occuper les chevaux détenus en boxe un peu? Oui, exactement. Après, je pense que pour le cheval qui vit au pré, justement, c'est pas le même problème que le cheval qui vit en boxe, où en fait, on va chercher justement à l'occuper pour qu'il s'ennuie le moins possible, donc on lui donne la ration aussi souvent que possible. Donc ça, c'est la deuxième raison justement que tu as évoquée, après la raison physiologique. Et du coup, le cheval qui est au pré, de toute façon, il va avoir accès normalement à de la nourriture un petit peu en continu. Et puis, c'est aussi, après, ça dépend aussi justement de la quantité de ces aliments qu'il va recevoir. Après, si ton cheval, il reçoit une poignée de grains pour manger son CMV,
c'est pas grave s'il le reçoit qu'une fois par jour. Ça devient vraiment important à partir d'une certaine quantité de céréales ou d'aliments. Là, c'est le moment où je vous annonce que nous n'en sommes qu'à la moitié de l'épisode. J'ai effectivement toujours le chic pour entamer des conversations très très longues avec mes invités. J'espère pour autant que tous les détails précieux que vous donne Mélanie vous aideront dans l'appréhension de l'alimentation et de la nutrition de votre cheval. Pour toutes celles et ceux qui auraient besoin de faire une pause ou qui cherchent un moment dans l'épisode pour s'arrêter, c'est le moment. Et pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient continuer sans s'arrêter, je vous invite à rejoindre la fin de la conversation entre Mélanie et moi. Alors du coup, comment se calcule une ration en tant que telle pour que ça ait du sens ? On vient de le voir, souvent c'est avant tout un choix de CMV et pas forcément d'aliments en tant que tel. Donc comment on s'y retrouve ? Quels paramètres il faut rentrer ? Donc pour commencer, il faut connaître son poids parce que en fait, quand on calcule la ration, les besoins ils découlent logiquement du poids du cheval. Donc ça, c'est très important de connaître le poids du cheval. Ensuite, on doit connaître son état corporel. Donc, est-ce que c'est plutôt un cheval qui est en surpoids? Est-ce qu'il est normal? Ou est-ce qu'il est trop maigre? On doit connaître son activité physique, son mode de détention, savoir juger un petit peu est-ce que c'est un cheval qui va beaucoup bouger ou pas beaucoup. Et puis aussi connaître ses autres problèmes qu'il pourrait avoir. Donc par exemple, est-ce qu'il a des maladies spécifiques qui nécessitent une attention particulière au niveau de l'alimentation. Et c'est seulement une fois qu'on connaît tous ces facteurs qu'on va pouvoir commencer le calcul de ration à proprement dit. Et puis, donc, comme on l'a vu là tout au long de la discussion, c'est finalement les fourrages, c'est le composant le plus important de cette ration. Donc, c'est important de connaître finalement la quantité qu'il reçoit tous les jours, mais aussi la qualité. C'est en fait sur les fourrages, c'est la base en fait sur laquelle on va ensuite construire la ration. Donc pour connaître la qualité des fourrages, donc on peut avoir pour commencer l'appréciation visuelle. Donc au visuel, on arrive à voir si le foin il est bon ou pas. Donc par exemple, on va chercher un foin qui doit pas avoir de moisissure, qui a un aspect plutôt vert. Et ensuite, on arrive aussi à déterminer le stade de récolte et donc approximativement la teneur en énergie. Donc savoir si c'est un foin qui est plutôt pauvre en énergie ou plutôt riche en énergie. Et on a aussi la possibilité de le faire analyser. Donc ça, c'est finalement ce que je conseille parce que c'est très intéressant d'avoir vraiment des valeurs parce que des fois, on se dit, on utilise les valeurs régionales, donc ou bien nationales. Enfin, finalement, on a des normes avec lesquelles on peut travailler quand on n'a pas fait d'analyse, mais en pratique, on voit quand même que assez souvent, ces valeurs ne correspondent pas à la norme. Et puis, ça permet aussi un petit peu de faciliter la compréhension de, par exemple, pourquoi mon cheval est en surpoids, parce que finalement, le foin qu'on leur donne, il est beaucoup plus élevé que ce qui est noté dans la table des moyennes des valeurs énergétiques du foin. Donc ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, on va pouvoir commencer à adapter tout ce qui est minéraux, oligo-éléments et puis vitamines. Donc là, on travaille avec des valeurs théoriques, en fait, qui sont basées sur le poids du cheval. Donc là, il faut faire un petit peu des calculs pour savoir quel est le besoin de mon cheval. Et ensuite, on le compare avec ce qu'il reçoit avec l'aliment et on arrive ensuite à identifier les carences ou les excès des différents minéraux. Ok,
Question supplémentaire justement pour identifier les carences, etc. Est-ce que la prise de sang est indispensable, selon toi? Oui, alors effectivement, la prise de sang, ça peut être un bon indicateur, mais pas forcément. Parce que le cheval, en fait, il va réussir à compenser des carences, sur finalement assez long terme quand même. Ça veut dire que si l'apport, prenons par exemple le cuivre, donc l'apport en cuivre est insuffisant à travers l'alimentation, le cheval va puiser dans ses stocks pour que le cuivre circulant dans son sang soit normal. Donc là, on va prendre l'analyse de sang et on va se dire, ah ben le cuivre c'est normal, mais finalement oui c'est normal parce que le cheval puise dans ses réserves. Donc c'est là finalement le rôle du calcul de ration ou de l'analyse de la ration, c'est de mettre en évidence les carences avant qu'elles apparaissent dans l'analyse de sang. Parce elles vont mettre un certain temps à arriver dans l'analyse de sang, en fait, le temps que le cheval épuise ses stocks. Après, par exemple, au niveau du sélénium, les résultats sont assez fiables. Ça veut dire qu'une carence de sélénium va rapidement être visible dans l'analyse de sang. Mais c'est pas le cas pour tous les minéraux ou oligo-éléments, donc c'est là finalement que le calcul de ration a tout son sens et puis arrivera à mieux mettre en évidence les carences que l'analyse de sang. Ok. Donc en fait, c'est plutôt une observation de son cheval et de l'environnement dans lequel il vit au quotidien, la situation géographique et la provenance du fourrage. Oui, exactement, oui. Donc là, on peut pas appliquer une ration type à un type de cheval. C'est vraiment quelque chose de très individuel et puis qui est aussi énormément basé sur l'observation. Donc ça, c'est aussi un message que j'essaye de faire passer assez souvent. C'est qu'en fait, oui, on a des bases théoriques. Donc oui, on a des valeurs de, qui correspondent aux besoins des chevaux, mais on travaille quand même avec des êtres vivants qui ont des besoins qui sont différents. Donc c'est important vraiment de considérer chaque cheval au niveau individuel et puis d'observer aussi. Enfin, c'est aussi, finalement, c'est aussi un peu une question de faire des essais, faire des erreurs. Donc on voit qu'est-ce qui va au cheval, qu'est-ce qui ne va pas, pour ensuite trouver vraiment la ration idéale qui correspond à tous ses besoins. Et encore, une fois qu'on l'a trouvé, cette ration, elle va encore être amenée à changer tout au long de sa vie. Et puis donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit être adapté individuellement. Oui, ça fait sens. Forcément, un train poulain, un jeune cheval encore en croissance, un cheval en pleine maturité ou même un cheval à la retraite, les besoins, ils sont pas les mêmes, quoi. Donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce que par exemple une ration a priori bien adaptée qui ne semble plus convenir peut être un indice avant-coureur d'une pathologie ou autre? Je pense notamment au cheval qui n'arrive pas à reprendre du poids malgré la ration ou qui n'arrive pas à maigrir malgré une ration adaptée. En parlant de pathologie, je pense à tout ce qui toutes les pathologies et maladies transmises par les tiques. Je pense sinon aussi au syndrome métabolique équin, etc., etc. Oui, oui, exactement. Oui, bien sûr, l'alimentation, finalement, ça fait partie d'un ensemble de facteurs qui contribuent à avoir un cheval sain. Mais après, évidemment, il y aura d'autres facteurs qui vont venir influencer la santé du cheval, ben, comme l'environnement dans lequel il habite, la forme d'entraînement, la forme de détention. Et puis, c'est tous des indicateurs qui doivent aussi être considérés quand on analyse l'alimentation. Et ensuite, on peut aussi, ben, par exemple, comme tu as dit, sur un cheval qui qui a vraiment de la peine à reprendre de l'état, même avec une alimentation adaptée, alors là, on va se poser d'autres questions. Par exemple, est-ce qu'il n'aurait pas des ulcères gastriques? Et puis à ce moment-là, on va faire des examens pour vérifier ça. Et la même chose pour le cheval en surpoids. Après, à savoir que c'est très compliqué de gérer un cheval en surpoids.
parce que justement, il a besoin quand même de cet apport de matière sèche pour pouvoir mastiquer et puis atteindre son sentiment de satiété, et puis pour pas être frustré, entre guillemets, parce qu'il manque de nourriture. Donc, le surpoids, ce sera quand même quelque chose, même si le cheval n'arrive pas à perdre du poids, ça ne voudra pas forcément dire qu'il souffre d'une pathologie, mais là, à ce moment-là, on va aussi aller chercher au niveau de la dépense énergétique pour savoir est-ce qu'il dépense vraiment cette énergie, est-ce qu'on a vraiment bien estimé ses besoins en énergie, est-ce que c'est possible qu'il en dépense moins parce que finalement on a l'impression qu'il bouge beaucoup au parc, mais il reste au même endroit. Donc ça, c'est aussi, ben, de nouveau, on en arrive à l'observation. Donc à ce moment-là, on va vraiment essayer de chercher de manière plus approfondie où est le problème, quoi. C'est pas forcément une pathologie, mais voilà, peut-être qu'il y a un problème aussi au niveau de la détention. Ben, par exemple, le cheval qui prend pas de poids, qui a du foin à volonté plus sa ration, on va se demander, est-ce qu'il a vraiment accès à ce foin à volonté ou est-ce qu'il se fait chasser et puis qu'il peut jamais manger sa ration. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Mmh. Quels peuvent être les signes d'une ration pas adaptée, s'il y en a? Alors ça dépend un petit peu en quoi elle est pas adaptée. Donc le facteur le plus simple à identifier finalement, c'est le poids. Donc si le cheval il est trop maigre ou s'il est en surpoids, on peut partir du principe que la ration n'est pas adaptée. Ou alors que les conditions de vie ne sont pas adaptées. Donc le cheval en surpoids, par exemple, on peut avoir une ration adaptée, au niveau de ses besoins psychologiques et physiologiques, mais par contre qui dépensent pas assez d'énergie à côté. Et puis ben, la même chose avec le cheval qui est trop maigre. Donc là, on va aussi se poser des questions sur sa dépense énergétique et puis la composition de sa ration. Ensuite, on a tout ce qui est lié aux symptômes, par exemple, d'un manque de minéraux. Donc là, on peut avoir la qualité des crins, la qualité des sabots, qui peuvent être des bons indicateurs. On peut avoir ben, le poil. Donc un cheval sain devrait toujours avoir un poil brillant. On Alors, a je te coupe une seconde. Quand on parle de qualité des crins et qualité des sabots, peut-être qu'il faut qu'on précise un petit peu. Je crois pas me tromper en disant que si sur nos sabots on remarque une apparition de stries horizontales ou verticales très très marquées, ça peut aussi être un bon indicateur visuel pour juger de cette carence. Oui, alors ça, c'est d'une part, il y a ces stries, mais après, on a aussi la qualité, en fait, du sabot. Donc, est-ce que, euh, Friable, cassable? oui, ou est-ce que le cheval a souvent des abcès? Donc ça peut aussi venir d'une carence. La vulnérabilité vis-à-vis des maladies. Donc, par exemple, tout ce qui est gale de boue. Donc ça aussi, ça peut très bien être lié à des carences, donc à des oligoéléments ou des minéraux qui sont importants pour le système immunitaire, et puis que du coup, le cheval, finalement, il n'arrive plus à, à exercer, enfin, que l'organisme n'arrive plus à exercer cette fonction barrière contre les bactéries. Et puis au niveau, on a aussi, après oui, ça indique pas forcément une carence, donc c'est un petit peu ça l'aspect un peu complexe, c'est que finalement ça peut aussi justement être lié à des pathologies spécifiques et pas forcément à une carence, mais c'est des signes qui peuvent être observés et puis qui peuvent nous mettre un peu la puce à l'oreille et se dire ah ben peut-être qu'il faudrait que je vérifie la ration avant d'aller chercher plus loin si la ration est adaptée. Ok, alors on n'a pas précisé pour les crins, du coup je me permets. On a parlé donc des crins qui sont un indicateur. Je pense notamment aux crins qui roussissent. Donc comme moi, Iggy, c'est une jument noire pangarée, ça se voit très bien.
En général, ils roussissent pas forcément à cause du soleil, mais plutôt enfin, ça peut être un indicateur d'une carence en cuivre, je crois. Et puis oui, les crins cassants et les crins aussi qui font des fourches, hein. Oui, oui, oui. Non, alors ça c'est juste. Donc, ce que tu dis avec les crins roux, donc ça peut être un indicateur pour un manque de cuivre, effectivement. Mais on a aussi, ben, la qualité générale des crins. Donc, est-ce que c'est des crins cassants? Aussi au niveau de la repousse, est-ce que les crins, ils repoussent bien ou pas? Donc c'est aussi tous des facteurs qui peuvent indiquer des carences, mais ça peut aussi indiquer des excès, en fait. Parce que ce qui est important de savoir aussi, c'est que oui, les carences sont fréquentes chez les chevaux, mais les excès le sont aussi. Et puis l'excès d'un minéral peut engendrer la non-absorption d'un autre. Donc là, on crée vraiment des déséquilibres au niveau des minéraux et des oligo-éléments qui vont être néfastes pour l'organisme du cheval. Alors ça tombe bien que tu en parles car c'était ma prochaine question. Aujourd'hui, il existe un large choix de compléments alimentaires et un large choix de compléments aussi de plantes à utiliser en phytothérapie, en gémothérapie ou autre. On peut donc facilement jouer aux apprentis sorciers, hein, à faire ses mixtures, ses potions, ses cures. Est-ce que l'on peut préciser que ça ne remplace donc pas une ration si notre cheval a un besoin nutritionnel spécifique, ni même un CMV? Oui, oui, alors tout à fait. Alors par exemple, c'est pas avec des plantes qu'on va réussir à combler les besoins en minéraux, oligo-éléments ou vitamines d'un cheval. Donc ça, c'est la 1re chose. Et ensuite, effectivement, il y a certains mélanges de plantes qu'il faudrait pas donner ensemble. Après, je suis pas assez calée en phytothérapie pour me prononcer vraiment sur ce sujet, mais voilà, ce que je peux dire là, c'est vraiment que les, les plantes, elles peuvent pas combler les besoins nutritionnels du cheval. Donc, dans certains cas, évidemment, elles vont pouvoir le soulager, l'aider au niveau de certains problèmes, mais là aussi, c'est important de consulter un professionnel à ce niveau-là pour vraiment aussi vous conseiller sur le dosage et puis sur l'assemblage des différentes espèces pour pas qu'il y en ait une qui concurrencie l'effet de l'autre, enfin pour que ça puisse vraiment avoir l'effet escompté sur l'organisme du cheval. Mhm. Mais en aucun cas, elle ne viendrait annihiler l'intérêt premier de mon calcul de ration. Par exemple, j'ai mon CMV, mes graines de lin pour mon oméga 3, je viens faire une cure de gâtillier parce que ma jument a des chaleurs douloureuses, ça ne va pas changer les effets escomptés du CMV et de l'oméga 3, quoi. C'est juste les effets de certaines plantes entre elles qui peuvent s'annuler, en fait. Oui, oui, exactement. Et ensuite, ça dépend aussi de ce qu'apporte cette plante. Par exemple, je sais que souvent on utilise la spiruline euh, en tant que CMV un peu naturel, mais qui a aussi des teneurs très variables au niveau des minéraux ou de fer ou d'autres minéraux. Et donc là, oui, on va quand même arriver sur un... Ça, c'est vraiment quand même un sujet qui peut être problématique au niveau du bilan nutritionnel parce que ça va apporter un complément de minéraux qui est en fait pas souhaité et qui va pouvoir déséquilibrer l'apport du CMV. Ok. Alors je finis sur le calcul en tant que tel. Juste une petite précision. Tu as dit tout à l'heure que les marques d'aliments concentrés vont avoir tendance à faire leur mélange de CMV de manière à ce que celui-ci puisse aller en complément de leur gamme d'aliments. Du coup, j'en déduis que c'est peut-être pas très conseillé de mélanger les marques. Oui, oui, alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention. C'est plutôt, en fait, au niveau de l'aliment concentré. Les aliments concentrés, ils sont très, très souvent complétés déjà en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines. Et quand on donne la quantité qui est indiquée sur le sac, en général, c'est calculé pour que les besoins du cheval soient couverts. Donc à ce moment-là,
il y aura pas forcément besoin d'apporter un CMV en plus. Donc c'est là où ça peut devenir dangereux, c'est quand le cheval a déjà une grande quantité d'aliments concentrés minéralisés et qu'on vient encore ajouter un CMV derrière ou des composés simples, par exemple, parce qu'on a entendu que le manque de sélénium était très probable dans la région et qu'on ajoute encore du sélénium alors qu'il est déjà contenu soit dans le CMV qu'on donne, soit dans l'aliment concentré. Donc c'est vraiment très important de connaître tous les aliments que le cheval y reçoit, de connaître la composition de ce qu'il y a dedans et de connaître les besoins pour pouvoir faire en sorte de lui fournir juste ce qu'il a besoin parce que les excès peuvent quand même devenir facilement toxiques. Oui, donc ça demande vraiment une précision et une recherche. Enfin, c'est un peu une science, quoi. Faut bien connaître, comme tu viens de le dire, l'ensemble des différents apports que l'on va utiliser, comprendre les compositions des marques. Finalement, le conseil que l'on pourrait donner à tout le monde, c'est donc de ne surtout pas piquer la recette du voisin. Exactement. Ok. Alors la ration, donc, on peut conclure en se disant que la ration, c'est vraiment pensé pour son cheval aussi à un instant T. Il faudra penser à la réévaluer en fonction des saisons, de l'âge, de l'activité, ou même si le cheval change d'environnement, je pense à un déménagement. Un calcul de ration par défaut, c'est donc évolutif et surtout pas figé, en fait, si on doit conclure. Oui, oui, exactement, oui. Donc là, enfin ça c'est vraiment la ration, elle est obligée d'évoluer en fonction du cheval parce que les besoins du cheval évoluent aussi, ben, comme tu as dit, en fonction de son âge, de son mode de détention, donc son activité physique aussi. Même pendant une année, par exemple, pour les chevaux de sport, on a la saison d'entraînement et de concours qui va être beaucoup plus intense que l'hiver où en général ils ont des pauses, ou bien même pour les chevaux de loisirs, les chevaux de randonnée qui vont souvent partir en randonnée en été mais un petit peu moins en hiver. Donc ça, c'est tout des choses qui doivent être prises en compte comme l'environnement. Donc, par exemple, on a des chevaux qui ont tendance à perdre du poids en hiver parce qu'ils vivent dehors, dans une région où il fait assez froid. Donc là aussi, il faudra venir adapter l'alimentation en fonction. Merci Mélanie. On arrive un peu vers la fin. J'ai une question tout autre. Mais comment on fait pour se rendre compte que notre cheval a faim? Parce que même si on a un super calcul de ration, si notre cheval finalement n'accède pas suffisamment aux autres ressources, au fourrage par exemple, cela va avoir un impact sur sa santé physique mais aussi mentale. Un cheval frustré sur la nourriture, il n'est pas à 100% disponible pour communiquer, évoluer, travailler avec nous, l'humain. Euh, on se rend bien compte que finalement l'accès à la nourriture et l'alimentation en tant que telle va jouer un rôle clé dans la construction de notre relation avec notre cheval, puisque c'est en tout cas un des premiers leviers pour pouvoir assurer le bien-être de notre cheval. Oui, oui, effectivement. Donc, un cheval qui a faim, ça va principalement s'exprimer sur son comportement. Donc, on va avoir sur le court terme un cheval qui est frustré, donc qui n'est pas forcément à l'écoute et puis qui va constamment être en train de rechercher des sources de nourriture. Et puis, sur le long terme, ça peut aller jusqu'au développement de stéréotypies, donc tout ce qui est tic, tic à l'air ou tic à l'ours, ou, enfin, ça, c'est vraiment des comportements qui viennent d'un sentiment de frustration lié à la nourriture. Donc ça, c'est vraiment les signes plutôt psychiques que le cheval il va montrer. Et après, on a aussi tout ce qui est au niveau du système digestif, où on va pouvoir voir si le cheval il manque de nourriture. Donc, s'il a un manque prolongé de nourriture, ben, ça peut induire les ulcères gastriques, mais ça peut aussi avoir d'autres problèmes au niveau de la digestion. Donc là, on peut par exemple observer les crottins, voir s'ils sont normaux, bien formés, s'il y a de l'eau avec ou pas. Enfin, ça, c'est vraiment plutôt les facteurs digestifs qui sont à observer quand la faim, elle persiste.
Alors je fais une aparté, j'espère pas un raccourci, mais on dit qu'un cheval qui bâille à outrance, ça peut être un des premiers signes d'un ulcère. En tout cas, le début d'un trop-plein d'acidité dans l'estomac. Là, je parle bien du bâillement qui ne serait ni l'annonciateur de la sieste, ni d'un signal d'apaisement suite à une situation stressante, mais vraiment un bâillement répétitif à plusieurs heures en fait de la journée. Oui, oui, oui. En fait, les ulcères, vraiment, ça se développe assez vite. Donc, même si le cheval, il a faim pendant une journée, ça peut déjà commencer à provoquer des ulcères. Donc oui, le bâillement, c'est un des symptômes qu'on peut observer chez un cheval ulcéreux. Après, c'est des symptômes qui sont quand même assez flous et très individuels. Donc, on peut pas dire comme ça, le cheval il bâille, ça veut dire qu'il a faim, mais ça peut être un indicateur. Bah justement, c'est l'occasion de contrôler si l'apport est suffisant ou est-ce que ça pourrait plutôt venir d'un autre facteur. Mais après, tout ce qui est comportement anormal, donc tout ce qui sort un petit peu des habitudes, ça pourrait être un indicateur de faim ou d'ulcère, mais pas forcément, ça peut vraiment être lié à plein d'autres, ça peut venir de plein d'autres raisons, mais voilà, l'alimentation, c'est quelque chose qui doit être contrôlé justement régulièrement pour voir si le cheval a tout ce dont il a besoin. Mhm. On a vu que le mode d'hébergement du cheval a son rôle à jouer dans l'administration de l'alimentation de celui-ci. Est-ce que les nouveaux modes de détention de type Paddock Paradise, écurie active, qui sont vraiment des hébergements pensés normalement pour favoriser le mouvement et les déplacements, peuvent venir contrebalancer, dirons-nous, une alimentation un peu moins personnalisée? Oui, alors ça c'est aussi un peu un problème, c'est qu'il y a écurie active et écurie active. Donc, il y en a des qui favorisent vraiment le mouvement du cheval et puis des qui utilisent le écurie active parce que c'est un terme un petit peu à la mode, mais qui sont pas forcément actifs. Donc là, oui, évidemment, il faudra aussi observer le cheval et puis pas juste laisser le cheval là-bas en se disant ah bah de toute façon il a assez de mouvement donc j'ai pas besoin de le sortir parce que quand même dans la plupart des cas le cheval aura quand même besoin d'un mouvement supplémentaire, surtout si c'est un cheval qui a tendance un petit peu au surpoids. Il aura besoin de plus de mouvement que ce que son mode de descension peut lui fournir. Hmm. Je voudrais d'ailleurs repréciser un peu le cas des Paddock Paradise, où donc là, en fait, vraiment, le principe du Paddock Paradise, c'est sur une toute petite surface de disperser les différents accès aux ressources pour vraiment favoriser donc le déplacement. C'est d'ailleurs un mode d'hébergement qui trouve un peu son succès dans les régions où l'herbe se fait de plus en plus rare, ou les régions où il n'y a pas beaucoup de surface. Du coup, le cheval n'a accès au foin en fait, n'a accès qu'au foin et très peu à l'herbe. Du coup, un cheval peut-il vivre qu'avec du foin et uniquement du foin? Oui, en fait, le cheval n'est pas fait pour manger de l'herbe plutôt, dans le sens où les prairies qu'on a chez nous sont pas forcément les prairies qui sont adaptées aux besoins des chevaux. Donc en fait, on voit énormément de prés pour chevaux où pousse de l'herbe qui est en fait destinée aux bovins, donc aux vaches qui ont des besoins totalement différents des chevaux. Donc il y a vraiment dans certains cas où j'aurais plutôt tendance à dire que le cheval porterait mieux s'il est nourri uniquement au foin. Super intéressant et pas forcément instinctif, vu qu'on on voit hein, la majorité des chevaux au pré, ils vont avoir du foin quand on vient à manquer d'herbe, mais ils vont pas du tout forcément avoir du foin en permanence en plus de l'herbe. Et encore moins dans les périodes de l'année, donc je pense notamment à l'arrivée du printemps ou même à l'été, où l'herbe est censée être disponible en fait en quantité. Il faut quand même se rappeler que le cheval, c'est un animal des steppes
Et puis, les steppes, c'est vraiment un environnement qui est très pauvre en fourrage, enfin en aliments. Pas forcément en fourrage, mais avec des aliments qui ont une teneur en énergie très faible. Alors que l'herbe qu'on leur propose, c'est des aliments qui ont des teneurs en énergie très élevées comparées à ce dont ils auraient besoin. Après, évidemment, ça dépend du type de chevaux. Il y a des chevaux qui se portent extrêmement bien sur nos prairies parce que c'est des chevaux avec des besoins alimentaires élevés, liés à la génétique et puis à la sélection de l'élevage. Ok. J'arrive donc sur ma dernière question et le rôle du brouting dans la relation homme-cheval. Alors le brouting, c'est une activité à deux autour d'un besoin fondamental du cheval. C'est aussi un moment en fait de partage qui va venir ancrer en fait notre relation dans autre chose que juste du travail. Euh, Est-ce que pour un cheval qui n'a que très peu d'accès à l'herbe fraîche, donc un cheval qui vivrait pas forcément au pré ou qui n'aurait pas forcément accès à un paddock, est-ce que cela va jouer un rôle nutritionnel, ces quelques demi-heures ou heures grattées à droite à gauche, ou en fait pas du tout, c'est juste du plaisir partagé, mais il n'y a pas d'incidence sur l'alimentation et sur la nutrition. Oui, après, je pense qu'au niveau nutritionnel, l'apport, il est pas conséquent, on va dire. Donc, après, ça dépend. Moi, je vois le rôle plutôt du brouting pour l'habituation à l'herbe au printemps, par exemple, où ça peut être vraiment très bien de commencer à faire brouter le cheval à la main, parce qu'on commence par des petites étapes, donc pas mettre le cheval dans un parc pendant 10 minutes et puis ensuite le ressortir, mais aller brouter à la main pendant 10 minutes. Donc ça, pour moi, ça fait vraiment beaucoup de sens. Par contre, après, au niveau nutritionnel, si le cheval passe 24 heures au pré, et puis qu'on va le faire brouter, alors ça va pas changer grand-chose. Mais par contre, oui, effectivement, je pense que ça peut amener quelque chose au niveau plutôt de la relation qu'on a avec le cheval, ou aussi pendant une balade, par exemple, où ça lui demande quand même un certain effort. Ensuite, c'est un peu la récompense finalement qu'on lui donne. Ouais, c'est plus que vraiment l'apport alimentaire. Ok, donc le brouting, c'est voilà, son rôle, c'est vraiment dans la construction de la relation. Donc ça, c'est hyper intéressant et important à noter. Mais voilà, il ne joue pas de rôle dans euh, l'apport énergétique ou l'apport nutritionnel dont le cheval a besoin. Finalement, le seul point qui nous manque, je pense, c'est, parce qu'on a quand même évoqué beaucoup de choses, c'est que on n'a pas parlé encore de la régularité dans l'administration de la ration et l'importance en fait de respecter cette régularité quotidienne, je crois. C'est bien ça, hein? Quotidienne. Exactement, oui, en fait, le cheval, il a besoin de sa ration au quotidien. Pourquoi? Parce que le corps a aussi besoin de ses apports en nutriments pour fonctionner tous les jours. On peut pas donner à manger un jour sur deux en espérant que le cheval il fournisse chaque jour les mêmes performances. Donc ça, c'est le l'aspect un peu au niveau de l'énergie. Donc là, c'est assez clair que si le cheval il n'a pas à manger pendant un jour, il n'arrivera pas à fournir les mêmes prestations. Mais c'est exactement la même chose pour tout ce qui est justement minéraux, oligo-éléments ou vitamines. Il en a aussi besoin quotidiennement pour pouvoir assurer toutes ses fonctions vitales. Ok, très clair. Le message est passé. Merci beaucoup, Mélanie. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs et auditrices? Oui, alors pour le mot de la fin, ce que j'aimerais vous transmettre, c'est vraiment d'observer vos chevaux, de faire votre ration au niveau individuel et puis de vraiment considérer l'entier du cheval, donc son environnement, ses caractéristiques physiques, donc son poids, son état corporel et puis tout ce qui va autour, et puis d'observer aussi les changements sur la durée pour savoir s'il faut adapter quelque chose. En fait, c'est en observant, en faisant des observations régulièrement
qu'on va aussi se rendre compte des changements au niveau corporel et puis aussi au niveau du comportement qui nécessite peut-être une adaptation de la ration. OK, Mélanie, donc pour finir aussi, je voudrais juste rappeler, donc aux personnes qui nous écoutent que, tu vas proposer un calcul de ration ou tu le proposes déjà, je crois? Un accompagnement pour le calcul de ration. Tu proposes ici des webinaires de manière régulière sur différentes, thématiques spécifiques tout au long de l'année et en fonction des je suppose des différents événements, qui peuvent se passer dans l'année. Donc effectivement la mise au pré au printemps. Je sais que tu as fait des thématiques sur les ulcères notamment, donc peut-être que tu en as des nouveaux bientôt? Oui, exactement. Donc je propose des bilans nutritionnels, donc qui permettent d'adapter, la ration. Pour l'instant, j'ai pas encore de webinaire prévu, mais il y en aura effectivement de nouveau l'année prochaine. Et puis, je vais aussi sortir une formation, donc une formation de base sur l'alimentation, donc pour vraiment mieux comprendre les besoins liés au comportement alimentaire du cheval et au système digestif et puis aussi, ben, savoir estimer un petit peu tout ce qui est besoin en énergie, besoin en protéines et puis, comment bien choisir les aliments. OK, super. Donc du coup, on va pouvoir, apprendre à se former Exactement. pour pouvoir comprendre ce qu'on doit mettre dans sa ration et pouvoir, la réadapter nous-mêmes par la suite, Oui, c'est ça? c'est ça. OK. Et du coup, la formation, elle aura lieu quand? À partir de quand? Alors idéalement, elle devrait sortir d'ici début de l'année prochaine. Super et merci beaucoup du coup Mélanie de ta présence aujourd'hui avec moi. Je rappellerai bien évidemment en description de l'épisode tous tes liens pour qu'on puisse te retrouver sur Instagram mais aussi ton site internet où il y a un blog je crois et où bah, du coup les différentes offres seront accessibles. Oui, exactement, c'est tout décrit sur le site, le fonctionnement et ce qui est contenu dedans. Super. En tout cas merci encore de ta présence avec moi aujourd'hui et à très bientôt. Merci, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de mon échange avec Mélanie Gisler. J'aurais encore pu avoir 1000 autres questions. Mais j'espère surtout que l'on vous a convaincu de l'importance d'un calcul de ration personnalisé. J'ai donc hâte d'avoir vos retours. Et si vous avez vous-même des questions, n'hésitez pas à nous les adresser sur Instagram. Si vous n'aviez pas pris le temps de vous abonner au podcast en début de chapitre, c'est le moment de le faire. J'en profite donc pour vous remercier de vos écoutes. Vous êtes le moteur qui fait avancer la machine. Sans vous, personne pour écouter, pour partager et nous permettre de nous faire connaître. Tout ça, vous l'aurez compris, c'est ce qui me motive à continuer. En attendant de découvrir ma prochaine invitée, dans 15 jours, je vous invite à ne pas louper notre calendrier de l'Avent un peu spécial sur Instagram. On nous y retrouve sous le pseudo Iggy Journal. Merci de votre écoute et à bientôt.